Excellent samedi à toutes et à tous, en ce 27 mai 2023. Je voudrais dire quelques mots de fraternité et de soutien à nos frères, à nos compagnons de lutte, les militaires de l'armée malienne, les FAMA. J'ai effectivement épluché la presse internationale et j'ai notamment appris que les États-Unis d'Amérique avaient décidé d'interdire l'entrée dans leur territoire à un certain nombre d'officiers de l'armée malienne au motif que ceux-ci seraient coupables de violation des droits humains dans le cadre de la lutte antiterroriste et anti-impérialiste qui se déroule dans notre terre africaine du Mali. Je voudrais dire en quelques minutes des mots de soutien, de solidarité, mais aussi des mots de réflexion en faveur des forces armées maliennes, notre armée africaine la plus aimée, notre armée africaine la plus désirée, notre armée africaine la plus respectée. Frères et sœurs des FAMA, Forces armées du Mali, il faut que vous sachiez que la seule véritable question qui se pose à une Africaine ou à un Africain éveillé aujourd'hui, c'est: est-ce que je participe à la restauration de la paix sur mon continent natal, dans mon pays? Est-ce que je participe à la restauration de la souveraineté sur mon continent natal, l'Afrique, et dans mon pays? Est-ce que je participe à la restauration de la dignité dans mon pays natal, sur mon continent natal? La paix, la souveraineté et la dignité de l'Afrique sont des valeurs spirituelles absolues, car ce sont elles qui conditionnent, comme le disait le philosophe grec Aristote dans l'Antiquité, la possibilité de toutes les autres activités humaines. On ne peut pas pratiquer l'agriculture s'il n'y a pas la paix. On ne peut pas pêcher, on ne peut pas chasser s'il n'y a pas la paix. On ne peut pas élever tranquillement ses enfants s'il n'y a pas la paix. On ne peut pas développer, faire prospérer un pays s'il n'y a pas la paix. À partir du moment où l'armée malienne, sous l'égide du président Assimi Goïta et de ses compagnons de la révolution du Mali Koura, œuvre à la paix des Maliennes et des Maliens et à la paix de l'Afrique, vous n'avez aucun scrupule à vous faire. Frères et sœurs de l'armée malienne, vous n'avez même pas à vous angoisser. À partir du moment où le combat que mène le président Goïta et ses compagnons a pour but de rendre au peuple malien le droit de choisir lui-même ses lois, comme il va le faire le 18 juin 2023, avec la nouvelle constitution qui lui est proposée. À partir du moment où les forces de sécurité du Mali se battent pour que ceux qui dirigent le Mali soient exactement ceux que les Maliens ont choisis, pour que ceux qui dirigent le Mali soient exactement ceux que les Maliens ont choisis, vous, militaires des forces armées du Mali, vous n'avez pas à vous inquiéter du point de vue de qui que ce soit d'autre sur cette terre des hommes. À partir du moment où vous servez la souveraineté du Mali, la souveraineté de l'Afrique, vous n'avez comme juge que votre conscience, votre peuple, votre gouvernement éclairé est le Tout-Puissant. Enfin, c'est important, la dignité, le droit d'être regardé comme des personnes humaines entières et non pas comme des demi-personnes, non pas comme des sous-personnes, non pas comme des sous-hommes. À partir du moment où le combat que mènent les FAMA a pour but de rendre au peuple malien
la respectabilité, sa propre respectabilité devant lui-même, la respectabilité de toute l'Afrique et la respectabilité de la planète, des hommes, vous, militaires des forces armées du Mali, n'avez pas à avoir honte de mener ce combat. Lorsque les États-Unis d'Amérique prennent plaisir à sanctionner les militaires d'un pays souverain qui se battent pour la paix, qui se battent pour la souveraineté et la dignité de leur pays, il faudrait que les États-Unis d'Amérique aient particulièrement oublié leur propre histoire. Et qu'ils prennent le reste du monde pour un ramassis d'ignards. Et mon propos consiste à rappeler un peu aux États-Unis d'Amérique qui ils sont. Eux qui s'arrogent le droit de punir les autres pour des affaires qui leur sont intérieures. Et en plus, punir des autres pour des causes infondées, invérifiées, indémontrées. Bon, les États-Unis d'Amérique sont nés d'un double acte de barbarie. Je recommence la première idée. Quand les Africains regardent l'Amérique, il faut qu'ils se souviennent de ce que je suis en train de dire. 1. Les États-Unis d'Amérique, c'est une puissance qui est née d'un double acte de barbarie. Ils ont exterminé la population autochtone, ce qu'on a appelé les Indiens d'Amérique, les Native Americans. Ils les ont exterminés. Pas par milliers, pas par centaines de milliers, mais par millions. Et aujourd'hui, les résidus de cette population qu'ils ont exterminée, les colons européens qui se sont installés aux États-Unis, qui se sont installés en Amérique, vivent dans des réserves. Et beaucoup sont en train de crever, usés par l'alcool, la drogue et l'abandon socio-politico-économique. Les États-Unis d'Amérique sont nés sur un deuxième acte d'immense barbarie. Lorsque l'Indien s'avéra incapable de servir de bête de somme pour le défrichage de la terre américaine, pour le creusage des mines américaines, pour l'enrichissement des colons blancs, venus en rapaces et en barbares, en véritables sauvages, sur les terres américaines, on importa le noir, le bois d'ébène. Ce n'est pas par milliers, ce n'est pas par dizaines de milliers, ce n'est pas par centaines de milliers, ce n'est pas par millions, mais par dizaines de millions que les Noirs furent déportés, certains jetés à la mer, beaucoup mourant sur le chemin, certains mourant pendant la capture violente et barbare. Ils furent déportés et ce sont eux qui servirent de main-d'œuvre fondamentale pour l'émergence du capitalisme américain. C'est ce que j'appelle la double barbarie. On peut encore appeler cela l'objection négrière et l'objection indienne. Mais les États-Unis d'Amérique ne se sont pas limités là et ils n'ont jamais été jugés pour cela. À partir du 19e siècle, ils ont participé aux expéditions les plus sanglantes qu'une puissance politique ait accomplies sur la terre. Ils ont massacré en Amérique latine. Ils ont massacré en Asie. Ils ont massacré au Moyen-Orient et ils ont massacré en Europe, sans relâche, du 19e siècle jusqu'à nos jours. Leur dernière grande barbarie spectaculaire a été observée lorsqu'en association avec la France de Nicolas Sarkozy et la Grande-Bretagne de David Cameron, ils ont détruit la Libye, massacré des dizaines de milliers, des centaines de milliers de Libyens, en association avec deux organisations terroristes qu'ils avaient contribué à former au Moyen-Orient, à savoir Al-Qaïda et l'État islamique. Ils ont organisé la déstabilisation sanglante du Sahel, où ils s'évertuent à imposer un commandement militaire sous leur contrôle, le commandement de l'OTAN. Une organisation qui avait été créée pour stabiliser la sécurité de l'Occident et qui s'appelait Organisation du traité de l'Atlantique Nord, donc qui avait vocation à veiller à la sécurité dans la partie nord de l'océan Atlantique, a maintenant un commandement militaire dans l'Atlantique Sud, a maintenant un commandement militaire qui opère sur le continent africain et à l'intérieur des institutions africaines. Un commandement militaire qui opère même dans l'océan Indien et qui veut opérer à tous les pôles, au pôle nord de la Terre, au pôle sud de la Terre et même maintenant dans l'espace.
La pratique politique américaine est aux antipodes des valeurs au nom desquelles le département d'État américain se met à punir à tout va sur toute la planète, les yeux fermés, en oubliant que ce qu'il reproche au reste du monde, eh bien le reste du monde l'a infiniment moins fait que lui-même. Alors, les officiers maliens qui sont indexés par la puissance américaine doivent considérer cela comme une élection sur le plan de la justice cosmique, sur le plan de la justice divine, sur le plan même de la justice universelle terrestre. Car ceux qui, aujourd'hui, sanctionnent des officiers maliens qui ont en réalité détruit des terroristes, détruit des suppôts de l'impérialisme occidental au Sahel, ceux-là sont en réalité les pires terroristes que la Terre connaisse. Je ne suis pas le premier à leur cracher cette vérité. De son vivant, le président Nelson Mandela, président de la République sud-africaine, qui avait souffert 27 années de prison avec la complicité des Américains soutenant le régime de l'apartheid, Nelson Mandela leur a dit en face que eux, les États-Unis d'Amérique, étaient la puissance la plus monstrueuse que la terre des hommes ait connue. Mandela était revenu sur l'utilisation de la bombe atomique à Hiroshima et Nagasaki. Et il avait montré que les États-Unis avaient lâché ces bombes criminelles, tuant des centaines de milliers de Japonais, alors même que l'armée japonaise, qui était certes alliée des armées hitlériennes, était déjà vaincue. Mandela soulignait, dans une vidéo que vous pourrez retrouver facilement sur le web, que la bombe atomique d'Hiroshima et celle de Nagasaki avaient pour but de dire au monde entier: nous, Américains, nous nous réservons le droit de tuer, non pas simplement par unité, mais par dizaines, mais par centaines, mais par milliers, mais par dizaines de milliers, mais par centaines de milliers, mais par millions, qui nous voulons. Et nul ne peut nous juger. D'ailleurs, aujourd'hui encore, la puissance américaine accepte ses citoyens de tout jugement par un tribunal pénal international. Elle ne reconnaît pas la Cour pénale internationale. Lorsque la Cour pénale internationale, avec la procureure Fatou Bensouda, s'est aventurée à vouloir juger des Américains coupables de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre, en Irak, en Afghanistan, en Libye, en Serbie, elle a été ouvertement menacée par le gouvernement américain. Donc, à nos frères, les officiers des forces armées maliennes, qui sont ouvertement et gratuitement et injustement menacés par les États-Unis, moi, intellectuel africain, philosophe, j'apporte mon soutien. Et je vous appelle, vous qui écoutez cette conversation, non seulement à la partager, mais à la diffuser de telle façon que chacune et chacun des militaires du Mali qui se bat pour la paix, pour la souveraineté et pour la dignité du peuple malien se sentent soutenus. J'ai une troisième chose à vous dire. Écoutez, moi, je suis un visiteur de tous les continents depuis maintenant plus de 25 ans. J'ai visité les États-Unis pendant plus de 10 ans. Je n'ai jamais posé le moindre acte d'hostilité, je n'ai jamais participé à quelque action de subversion, à quelque action que ce soit contre les intérêts américains ou contre les États-Unis dans le monde. Pourtant, se basant sur la calomnie d'Alassane Dramane Ouattara et de ses relais de la France-Afrique, le département d'État américain s'est permis, depuis maintenant 3 à 4 ans, de refuser non seulement le visa d'entrée à mon leader ivoirien Guillaume Kibafori Soro, mais à tous ceux d'entre nous qui lui sont proches. Sans que moi, Franklin Nyamsi, j'ai commis de près ou de loin la moindre atteinte, la moindre offense aux intérêts des États-Unis, se basant sur une calomnie d'Alassane Dramane Ouattara et de ses amis français, la puissance américaine m'a, avec mon leader du mouvement Génération et Peuple Solidaire, Guillaume Kibafori Soro, depuis très longtemps interdit de voyager aux États-Unis. Vous savez, quand vous avez un passeport français, pour aller aux États-Unis, la procédure est très simple. Vous allez sur le site qu'on appelle ESTA et vous demandez une autorisation d'entrée. Et moi, j'ai constamment eu mes autorisations d'entrée aux États-Unis, d'autant plus que j'y allais systématiquement pour des raisons nobles. Je ne voyage pas
pour nuire, je ne voyage pas pour offenser, je ne voyage pas pour déranger, je voyage systématiquement, soit en raison de liens d'amitié et de fraternité ou de famille que j'ai dans le monde. Je voyage pour donner des conférences, je voyage pour présenter des idées, je voyage pour discuter, je voyage pour m'enrichir de l'intelligence des autres sociétés du monde. Moi qui suis devant vous, frères officiers du Mali, mais ils m'ont interdit d'entrer chez eux. Ça, ils n'ont pas publié. Ils ont interdit à Guillaume Kibafori Soro et à plusieurs de ses compagnons que nous sommes d'entrer chez eux. Ça, ils n'ont pas publié. C'est quand nous sommes allés demander les visas que nous avons découvert qu'Alassane Draman Ouattara et ses amis français avaient introduit des rapports mensongers. Ils avaient introduit toutes sortes de fiches signalétiques bourrées de délire et qui avaient été validées par le département État américain au point de nous refuser, à moi en particulier, un visa qui m'était accordé tous les 2-3 ans, sans problème, d'autant plus que je n'ai jamais eu de problème avec les États-Unis. Alors, pourquoi je vous donne cet exemple? Pour vous dire que ce qui vous arrive est arrivé à plusieurs Africains avant vous. Bon, on vous le fait ouvertement. Nous, on nous a fait ça en douce. Et si je n'étais pas un homme qui a le courage de la vérité, on ne saurait même pas le quart des injustices que j'ai subies de l'impérium occidental parce que je suis un intellectuel panafricaniste. Parce que je suis un intellectuel qui n'abandonne pas son pays natal, qui n'abandonne pas son continent natal, qui n'abandonne pas l'Afrique. Parce qu'il a acquis une citoyenneté européenne, un passeport européen ou une position sociale convenable. Je ne suis pas un carriériste, je ne suis pas venu sur la terre pour vendre mes frères pour un plat de lentilles. Donc, je voudrais apporter ce témoignage à mes frères maliens en leur disant « Bienvenue au club de ceux qu'on exclut, de ceux qu'on radie, de ceux qu'on suspend, de ceux qu'on tracasse aux aéroports. Bienvenue au club de ceux que l'Occident, en déclin, considère comme les coupables de ses propres crimes, les coupables de ses propres déboires, les coupables de sa propre barbarie, les coupables de sa propre hypocrisie. » Peuple malien, forces armées du Mali, frères maliens et sœurs maliens, qui êtes persécutés parce que vous défendez notre paix africaine, notre souveraineté africaine et notre dignité africaine. Sentez-vous au contraire reconnus, sentez-vous respectés, sentez-vous magnifiés par cette méchanceté qui inéluctablement, selon la loi de l'action-réaction, qui est l'une des 7 lois universelles, cette méchanceté se retournera contre ceux qui en sont à l'origine. Nous assistons actuellement à l'effondrement de l'hégémonie américaine. Nous assistons actuellement à l'effondrement du dollar. Et ça ne fait que commencer. Depuis hier, l'Europe entière reconnaît que l'économie allemande est en déclin. Et qui dit déclin de l'économie allemande, récession de l'économie allemande, annonce le déclin de l'économie européenne. Et donc, on peut affirmer sans le moindre doute que le déclin de l'Occident a sonné. Alors, et c'est ma 4e idée, mais pourquoi l'Occident s'effondre-t-il? Mais parce que l'Occident a perdu la moindre cohérence envers les valeurs par lesquelles il se vantait dans le monde. Il a prétendu être une civilisation démocratique. On a découvert qu'il n'est pas une civilisation démocratique, mais une oligarchie qui utilise la démocratie comme un vernis de façade, comme un voile. Il n'est que de lire quelques-uns des intellectuels américains les plus éveillés. Et je vous invite à vous intéresser à la pensée de Noam Chomsky. Noam Chomsky est une grande conscience américaine. Tout ce qu'il a produit comme analyse des effets et des méfaits de la puissance américaine, et tout ce qu'il a prédit comme conséquence de ces effets et de ces méfaits, est en train de s'accomplir. Il existe aux États-Unis des hommes, ils sont blancs, ils sont noirs, ils sont métis, ils sont latinos, ils sont indiens, ils sont de toutes les couleurs, qui ont eu le courage de voir très tôt pourquoi cette politique américaine basée sur le mensonge, la duplicité, l'hypocrisie, la ruse, la menace, la brutalité, la rapine, la sanction, ils avaient annoncé, et je vous invite à découvrir Noam Chomsky, que cette politique se retournerait contre les États-Unis et qu'elle les effondrerait. Est-ce que vous savez que c'est cette politique menée par les Américains
consistant à punir en permanence le reste du monde, à produire le plus grand nombre de sanctions possibles contre des individus, contre des États, contre des peuples. Est-ce que vous savez que c'est cette politique qui a détruit le dollar? Mais puisqu'ils se sont avérés capables de confisquer les réserves bancaires que des gens font dans leur monnaie, le dollar, les gens gardent de l'argent en dollars dans leur banque. Et on découvre du jour au lendemain qu'ils peuvent se lever, ils arrachent ton argent. Ils peuvent se lever, ils disent, toi, tel État, tu possédais 300 milliards de dollars chez nous, à partir de maintenant, c'est zéro. D'ailleurs, nous allons prendre les 300 milliards et nous les donnons à tel autre État. Quand le monde entier s'en est rendu compte, le monde entier a décidé de revenir à l'échange commercial direct et équitable. Chacun paye avec sa propre monnaie et il accepte la monnaie de son partenaire. Ce qui fait que, si moi, je possède demain le wari malien, que j'appelle de tous mes voeux, quand je veux acheter quelque chose en Chine, on négocie avec les Chinois la quantité de yuan qu'ils nous donnent, la quantité de wari qu'ils nous demandent, en échange des marchandises que nous voulons. Et quand les Chinois veulent acheter chez nous, en Afrique, au Mali, nous leur disons la quantité de yuan que nous voulons en échange de notre coton. On n'aurait jamais dû quitter ce modèle économique. Le Brésil du grand Lula est en train de revenir à ce modèle. L'Inde est revenue à ce modèle. La Chine est revenue à ce modèle. La Russie, bien sûr, est revenue à ce modèle. Tous les pays, même le Soudan, qui a été divisé pourtant par les Américains, même les deux Soudans ne veulent plus entendre de commerce international les concernant en dollars. Ça vient d'où? C'est la sanction et c'est l'autosanction de l'Amérique. Donc, je me conclus. Frères des forces armées du Mali, les sanctions se retourneront contre les censeurs. La méchanceté se retournera contre les méchants. Et vous êtes en train de le vivre. Nous n'avons aucune raison de reculer. Parce que si nous reculons, il n'y aura plus d'Afrique. Ils vont produire des guerres sur notre continent natal, de telle façon que toutes nos populations soient dans les bidonvilles des villes africaines et qu'elles soient dans la marginalité des villes occidentales. C'est ce qu'ils veulent. Vous avez observé qu'ils amènent la guerre partout où il y a des matières premières africaines extrêmement prisées. L'objectif est que nos populations africaines fuient leurs terres. Quand elles fuient leurs terres, ils y installent des milices, ils y installent des mercenaires, ils y installent des terroristes et après, ils y installent leurs multinationales pour nous piller, comme ils ont fait en Libye, comme ils ont fait en Irak, comme ils sont en train de faire en République démocratique du Congo. C'est ce qu'ils font au Sahel. Donc, je voudrais que les Africaines et les Africains, pas seulement les Maliennes et les Maliens, arrête de raser les murs. Écoutez, est-ce qu'il y a de l'or dans le sous-sol américain? Non. Est-ce qu'il y a du pétrole plus que chez nous en Afrique, aux États-Unis? Non. Est-ce qu'il y a de l'uranium dans le sous-sol américain, plus que chez nous en Afrique? Non. Qu'est-ce qu'ils ont dans leur terre que nous n'ayons pas? Nous, Africains, qu'est-ce qui nous manque? Ce qui nous manque, c'est une puissante organisation sociale, économique, politique et une organisation spirituelle puissante qui vont nous permettre, premièrement, de protéger nos richesses. C'est l'objectif de la paix. Deux, d'affirmer notre souveraineté, c'est-à-dire de décider nous-mêmes de notre modèle économique, social, politique. Et puis, troisièmement, il nous faut une organisation de défense intransigeante de notre souveraineté. Ce sont les Américains qui ont besoin de venir en Afrique. Ce ne sont pas les Africains qui ont besoin d'aller aux États-Unis. Moi, je vous parle à partir de la France. C'est la France qui a besoin de l'Afrique. Ce n'est pas l'Afrique qui a besoin de la France. C'est l'Europe qui a besoin de l'Afrique. Ce sont les dirigeants européens qui passent leur temps à dire que l'Afrique est l'avenir de l'Europe. Nous, Africains, nous savons que l'Europe n'est pas notre avenir. Notre avenir, c'est l'Afrique. Donc, ils sont en train de multiplier des actes qui vont nous consolider dans notre détermination à être les maîtres de notre continent. Et c'est la seule cause pour laquelle nous devons être prêts à tout. Il n'y a aucun sacrifice qui ne soit pas digne quand il s'agit de la défense de notre paix, notre sécurité. Il n'y a aucun sacrifice dont nous puissions nous priver
si c'est pour la défense de notre souveraineté, il n'y a aucun sacrifice dont nous puissions nous priver si c'est pour la défense de notre dignité. Et nous qui avons, depuis 20 ans, vécu dans le continent occidental, le Tout-Puissant et nos ancêtres angélisés ont voulu que nous venions par ici pour intellectuellement et conceptuellement nous aguerrir suffisamment, bien comprendre comment fonctionne cet ordre mondial hégémonique, unipolaire et unilatéral, et puis servir l'Afrique. Car de fait, les gens me demandent souvent, tu rentres quand? Mais moi je suis déjà rentré. Je suis déjà rentré, ça se passe d'abord là. Un Africain, c'est quelqu'un qui est un éveillé sur le plan spirituel. Et comme, en fait, les Africains sont la première population de la Terre, il n'est pas besoin d'être sur la terre africaine pour servir l'Afrique. Quelle que soit la position que tu occupes actuellement sur la terre, cette conscience de la nécessité de la paix et de la sécurité en Afrique, donc la nécessité de nous défendre, cette conscience de la souveraineté africaine, c'est-à-dire de la nécessité d'être nous-mêmes les maîtres de nos institutions, cette conscience de la nécessité de notre dignité d'Africaines et d'Africains sur toute la planète, elle doit t'habiter. Les Africains sont, mon jeune frère Kémy Seba le rappelle souvent, et sa tournée mondiale actuelle est très intéressante en ce sens. Les Africains sont les aborigènes de la Terre. Je vous rappelle que le mot aborigène signifie, à partir de sa racine latine, population première originelle de la planète. C'est nous. Nous étions sur la Terre longtemps avant tous les autres. Les couleurs de peau que vous voyez en Europe, etc., sont des mutations d'anciens Africains. Quand vous lisez les travaux du professeur Runoko Rashidi, quand vous menez une enquête sur tous les continents, vous vous rendez compte que la toute première population mondiale et universelle de Sapiens Sapiens était noire. Et vous retrouvez même à la source de toutes les grandes civilisations et de toutes les grandes religions des divinités noires. Donc, il faut être serein et imperturbable. Wallahi billahi talahi. Un Malien n'a pas besoin de supplier pour aller aux États-Unis. C'est un Américain qui bientôt va devoir supplier pour venir au Mali. Un Africain n'a pas besoin de supplier pour venir en Europe. C'est un Européen qui, là, ça vient. Ils sont déjà en train d'entrer dans leur récession. Ce sont eux qui vont demander les visas maliens, les visas africains. C'est ce qui est en train d'arriver là. Parce que nous sommes déterminés, nous, Africains éveillés, nous sommes déterminés à servir les trois causes que je viens de souligner. 1. La paix et la sécurité, nous allons nous battre pour l'obtenir, parce que c'est cela qui nous permettra de contrôler nos richesses, d'où l'impératif sécuritaire. 2. La souveraineté, on ne va pas jouer avec ça. On ne va pas attendre quelqu'un pour prendre des décisions qui sont bonnes pour nous. Et nous allons le faire par vagues. Par vagues. Et il y a des millions qui sont en train de s'éveiller. Franklin Nyamsi ne sera plus là, des Franklin Nyamsi seront là. Des Sankara sont en train de naître partout. Des Goïta sont en train de pousser comme des champignons partout. Des Lumumba, des Ahmed Sékou Touré, des Haïlé Sélassié, des Boganda Barthélemy. Ils sont en train de pousser partout. Des Kwame Nkrumah, des Ruben Oumniobe. Ils poussent partout, des Mandela. Ne vous inquiétez pas. Il faut simplement que nous nous donnions une discipline. Cette discipline, c'est de poursuivre les trois objectifs que je viens de souligner, sans relâche. Et les sanctions sont souvent le signe que nous sommes dans le bon combat. Alors, mes chers frères officiers, ils ne veulent pas que vous alliez aux États-Unis. Ça tombe bien. Est-ce que vous avez demandé à aller là-bas? Ne demandez plus. Et tous les autres qui demandaient à y aller, ne demandez plus. Déjà, raréfiez vos demandes de visa à ces gens-là. Ne demandez plus à aller chez eux, ils ne veulent pas. C'est quand ils vont demander à venir chez nous que nous allons poser des conditions de réciprocité. Il nous faut créer les conditions pour que l'Afrique soit enviable. Quand ils vont envier l'Afrique au sens de vouloir systématiquement venir, parce que eux, quand ils viennent chez nous, c'est sans visa. Ils n'ont pas demandé à Kadhafi des visas libyens pour venir bombarder la Libye. Ils n'ont pas demandé aux Somaliens des visas somaliens pour venir bombarder la Somalie. Quand ils sont venus au 19e siècle massacrer les Africains par millions, ils n'ont pas obtenu des visas. Il n'y avait pas une ambassade africaine à Berlin pour autoriser les puissances européennes à se partager l'Afrique. Eux, ils viennent sans visa. Mais ils viennent pourquoi sans visa? Mais parce que nous n'avons pas une grande puissance sécuritaire, militaire, continentale. Consacrons-nous à la bâtir. Continuons à travailler avec les puissances
qui acceptent l'émergence d'une puissance africaine pour être puissants. Ce sont eux qui vont demander les visas. Donc moi, je suis là. Pour revenir à l'anecdote que je vous racontais, j'ai demandé 1-2 fois, à partir de 2020, 2021, je demande, on ne me donne pas, je ne demande plus. Je ne demande plus. Je ne demande plus. J'irai sur la terre, là où on veut que j'aille, là où on m'accueille. Là où on ne veut pas, je ne vais pas. De toutes les façons, je suis africain. Mon continent est plus grand que les États-Unis. L'Afrique est immense. Et plus il y aura de pays africains libérés, plus il y aura des endroits où moi je peux aller. Et qu'est-ce qui manque en Afrique? Il ne manque rien. Ce qui nous manque, je le dis encore, c'est l'organisation de notre puissance, c'est l'organisation de notre souveraineté, c'est l'organisation de notre dignité. Travaillons-y. Travaillons-y par vagues. Travaillons-y avec encore plus de persévérance et d'acharnement. Et ce sont eux qui vont nous demander des visas d'entrée. C'est le jour-là, quand ça va commencer, quand ils seront obligés de s'adresser à nos ambassadeurs pour entrer chez nous, c'est là qu'ils vont se rendre compte que, comme on dit à Abidjan, Django sera souffert. Mais les conditions de visa seront très compliquées. Les Américains, ce qu'ils sont en train de faire là, mais on va leur faire des conditions de visa, ils vont comprendre qu'on ne veut même plus les voir. Il faut continuer à travailler et puis nos autorités politiques ne doivent pas hésiter. Ils ne veulent pas que nos militaires viennent chez eux. Mais qu'est-ce que leurs militaires font chez nous? Qu'est-ce que leurs militaires font chez nous? Dans tout pays où on fait ça, on applique la réciprocité. Ils ne veulent pas, ils ne veulent pas. Ok. Bon, ils empêchent que nos officiers voyagent aux États-Unis. On fait la liste de leurs officiers, une liste équivalente d'officiers américains qui sont présents chez nous, et puis on les renvoie dans le premier avion. Ils ne veulent pas, il n'y a pas de problème. Nous allons vivre dans le monde multipolaire. Nous, Africains, quand je vais souvent à Bamako, j'aime me promener au bord du Djoliba. Au bord du Djoliba, il y a des femmes et pas mal d'hommes qui pratiquent la culture maraîchère. Parce que les bords du Djoliba sont extrêmement fertiles. Donc des choses comme la salade, la tomate, les concombres, bref, tous les légumes de Bamako là. C'est pas importé. Le Mali n'a pas besoin d'importer les légumes. Rien que les berges du Djoliba, hein, qui traversent tout le Mali, du fleuve Niger, les berges du fleuve Niger donnent tous les légumes qu'il faut pour nourrir la population malienne. Et je suis toujours admiratif de ces dames-là, de ces messieurs-là, qui génèrent immédiatement sur le sol du Mali ce dont ils ont besoin pour vivre. Et une fois que je suis allé, vous avez vu la vidéo, j'étais sur les bords du Djoliba, j'avais visité les champs maraîchers, les vergers, et puis étudié un peu tout le cycle de production des légumes. Et ces gens-là, ils m'ont expliqué qu'ils vivaient de ça depuis 20 ans. J'ai rencontré des dames qui m'ont expliqué que non, elles vivent de ça depuis 20 ans. Alors je leur dis, mais vous avez donc besoin de quoi pour que votre vie s'améliore? Vous savez ce que les dames là m'ont dit? J'ai interrogé 10 personnes, donc 5 dames et 5 hommes. Les 5 dames et les 5 hommes m'ont dit on a besoin de la paix. Ce que nous demandons à notre président, Assimi Goïta, au gouvernement, c'est d'instaurer la paix. S'il y a la paix, on pourra aller travailler, on pourra cultiver notre jardin, on pourra vendre nos produits au marché et on pourra envoyer nos enfants à l'école, on pourra se nourrir. Nous avons besoin de la paix. Une fois que nous aurons la paix, ben, nous pourrons vivre de nos richesses et par là améliorer la situation de nos familles, de notre société. Et quand nous aurons amélioré la situation de nos familles et de notre société malienne au total, ben écoutez, qui va se foutre d'une Malienne ou d'un Malien dans le monde? Puisque le Malien et la Malienne ne manqueront de rien chez eux. Quand les touristes chinois se promènent à Paris, je vois comment les commerçants français courent après les touristes chinois. Et parce que la Chine a tout. La Chine, c'est la grande usine du monde. Qui va se moquer d'un Chinois à Paris aujourd'hui? On sait qu'il y a derrière une puissance économique, il y a derrière une capacité énorme et leurs cartes bancaires dorées sont remplies de fric. Ils ont toutes les devises. Donc la respectabilité de l'Afrique, la respectabilité du peuple malien et de tous les peuples africains, elle passe par ces objectifs que nous avons à nous donner. Je tenais à avoir cette conversation après avoir vu les menaces qu'ils ont accumulées sur nos frères maliens,
l'intimidation qu'ils leur font. Je dis à nos frères officiers, mais nous-mêmes qui n'avons pas fait la... Moi, je n'ai pas fait la guerre. Ils m'ont fait ça. Et uniquement parce que je critique leur suppôt, Ouattara, et que je ne suis pas soumis à la France-Afrique. Ils m'ont dit, ah, il ne faut plus venir chez nous. J'ai fait mener des enquêtes pour savoir ce que je leur ai fait. Ils ne sont même pas capables de me dire pourquoi ils ne m'ont pas donné de visa. Ils se sont basés sur le premier racontage que n'importe quel abruti de la France-Afrique peut leur raconter. Ils se sont basés là-dessus pour faire des fiches rouges sur les Africains. Voilà, on ne veut plus voir tel. Mais qui vous a dit qu'on est pressé de retourner chez vous? Moi, là, je suis pressé d'être à la disposition pleine du peuple africain. Et je m'y suis préparé depuis très longtemps. Je n'ai jamais abandonné l'Afrique. Pas une semaine que je ne travaille pour les objectifs que vous connaissez, les objectifs de l'Afrique des libertés. Donc, frères officiers, prenez ces sanctions comme des médailles. Rejoignez la cohorte des grands résistants de la brimade impérialiste internationale. Rejoignez la cohorte des dignes Africains qui ne vont pas s'agenouiller pour quelques billets de dollars ou d'euros ou de francs CFA. Voilà le message que votre frère que je suis, votre compagnon que je suis, le fils adoptif du Mali que je suis, voulait adresser à ses frères militaires des forces armées maliennes qui sont aujourd'hui ciblés par des sanctions farfelues, abracadabrantesques, scandaleuses. Des gens écrasent des terroristes dans leur pays et vous vous éternuez chez vous, ça vous dérange. Parce que finalement, en fait, ces terroristes, c'était vos envoyés. On a bien compris maintenant pourquoi vous punissez nos officiers qui combattent les terroristes. Parce que les terroristes sont vos suppôts. Et les victoires de nos officiers contre vos terroristes vous découragent. Dans votre plan qui a consisté à éliminer Kadhafi, à détruire la Libye, parce que vous vouliez empêcher la naissance de la monnaie continentale africaine, empêcher la mise en place d'une puissance africaine détentrice du pouvoir nucléaire et détentrice du droit de veto aux Nations Unies. Vous vouliez empêcher que les peuples africains choisissent leurs dirigeants, comme ils vont le faire. Comme ils vont le faire là au Mali. Montez, descendez au Mali. Ceux qui vont diriger le Mali en 2024, ce sont ceux que le peuple malien veut. Et demain, je procéderai à l'analyse de la dernière saillie de la serpillière de l'impérialisme occidental qu'est Mohamed Bazoum. Il a donné une interview ordurière dans Jeune Afrique, dans laquelle il a une fois de plus étalé ses contradictions, étalé sa nullité, étalé sa haine de l'Afrique. Mohamed Bazoum. Nous allons revenir point par point parce que détricoter et déconstruire les propos de ces malfrats est quelque chose d'essentiel pour l'éveil de notre peuple. Vive les forces armées du Mali. Vive les officiers maliennes, maliens qui se battent pour la paix, la souveraineté et la dignité du grand peuple africain du Mali aux côtés du président Assimi Goïta et de ses compagnons. Vive les Africaines et les Africains éveillés. Et à bas les peureux, à bas les lâches, à bas les hypocrites qui rasent les murs sur les réseaux sociaux quand des injustices aussi flagrantes frappent notre peuple et qui prétendent être des intellectuels, des leaders d'opinion. Certains même disent qu'ils sont chefs d'État. Vous ne voyez pas que ce qu'ils sont en train de faire au Mali, c'est ce qu'ils vont vous faire à vous tous? Je viens de vous dire que nous, ils nous ont fait ça il y a longtemps. Il y a longtemps, ils nous ont fait ça. Ils nous frappaient dans l'ombre comme ça. Et parce que nous savons que notre mission, c'est de ne pas abandonner notre peuple, mais nous continuons. Nous continuons, parce que c'est notre mission. Nous ne craignons pas ce qui tue le corps, mais ce qui tue l'âme. Car l'âme est le grand véhicule du voyage infini dans l'univers de la vie, dont le seul maître est notre Créateur. Celui dont le souffle, inspire l'étincelle de vie qui me fait parler à cet instant. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Merci à chacune et à chacun des 1106 personnes qui ont suivi cette conversation. Cette conversation qui m'est littéralement descendue
de l'inspiration du Tout-Puissant pour nos frères persécutés à la tête de la direction du grand peuple malien. Merci.